Hey, alors c'est une vidéo qui est pas du tout prévue. En ce moment j'étais un peu inquiète parce que ça faisait 2 semaines à peu près que j'ai pas fait de vidéo. Je dois normalement tourner un update lecture de mes lectures de septembre mais j'avais la flemme. Je devais finir et tourner le vlog sur Babel de RF Kwang, mais c'est une lecture qui me lasse un peu. Du coup je sais pas si je gardais le vlog ou pas. Tout ça pour dire que j'avais pas de vidéo en stock. Puis ce matin YouTube en a eu sûrement marre et du coup il m'a proposé une idée de vidéo. C'est un tag, c'est un tag A à Z je crois, un tag livresque évidemment. C'était sur la chaîne, je sais plus, mais en tout cas je mettrai dans la barre de description parce que c'est grâce à elle que je me suis dit ah, j'ai peut-être une idée pour combler un peu ce vide sur la chaîne. Après ouais, ça va être un peu compliqué parce que je suis pas mal occupée au niveau des cours. Je sais pas trop comment va être la régularité, le rythme des vidéos. Nous verrons bien. Bref, voilà, j'ai perdu déjà beaucoup de temps et voilà, on commence. Et oui, et je me suis pas vraiment apprêtée pour la vidéo parce que flemme en fait, c'est tout. La première question c'était pour auteur, l'auteur dont tu as le plus lu de livres, et je pense que c'est incontestablement Rick Riordan qui est l'auteur de Percy Jackson parce que j'ai lu à peu près tous ses livres à part sa dernière saga qui se passe dans l'eau. J'ai lu la saga de Percy Jackson, ça fait déjà 5 tomes, les héros de l'Olympe ça fait 5 tomes, le truc des Kane avec les dieux égyptiens 3 tomes, avec les dieux nordiques 3 tomes, il y avait des spin-off de Percy Jackson, ça fait à peu près 2 tomes, avec les travaux d'Apollon 5 tomes, et ça fait combien déjà? 5, 10, 15... Attendez, ça fait 23. Je vais bientôt lire un 24e qui sera le spin-off sur Nico, qui est le meilleur personnage de Percy Jackson. Je suis totalement objective quand je dis ça. Bien sûr, c'est un des premiers auteurs que j'ai lu, c'est un auteur que je lis maintenant encore, même si je suis beaucoup moins sensible maintenant, mais je sais pas, il y a la nostalgie qui va avec, du coup je continue quand même un peu de lire, même si j'ai pas fini le premier tome de sa nouvelle saga sur la fille des abysses, un truc comme ça, parce que voilà, j'accroche de moins en moins. Mais bon. La meilleure suite de série, alors j'ai choisi Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso. Le premier tome, j'ai trouvé très moyen parce que j'ai mis beaucoup de temps à me plonger dans l'univers, à m'immerger totalement dans l'histoire, à m'attacher au personnage parce que je trouvais que c'était un peu niais. C'est que à la fin du premier tome où je me suis dit ok voilà, là ça décolle, j'aime bien l'héroïne, et j'ai pas le troisième tome, mais le deuxième et le troisième tome sont de pure dinguerie, mais vraiment ce que j'ai aimé c'est qu'au niveau de la diplomatie, de la politique, du système de magie, en fait c'est impitoyable, pragmatique dans le développement de l'univers, dans le développement de l'intrigue, des personnages. C'est pas quelque chose qui va idéaliser en quelque sorte les personnages ou le moral de l'histoire. C'est quelque chose qui reste réaliste, qui reste injuste, qui reste cruel parfois, mais du coup c'est réaliste et c'est pragmatique. Je trouvais qu'il y avait une certaine maturité dans la façon de mener l'histoire et aussi des relations entre les personnages, notamment au niveau de la romance justement. C'était un triangle amoureux, mais je trouve que c'était bien mené parce que c'était pas en mode l'amour est plus fort que tout. Il y avait quand même des enjeux qui étaient vraiment pertinents, et puis au niveau des personnages aussi il y a beaucoup de diversité. Ça m'a un peu introduit. Prenons de Yale par exemple, la représentation elle est faite de façon très naturelle, très rafraîchissante, et même au niveau des personnages, enfin j'ai adoré. L'héroïne elle est super cool parce que même si voilà c'est pas une battante physique, mais elle se sert de son cerveau, c'est une diplomate, elle apprend beaucoup de ses erreurs et tout, et c'est vraiment cool en fait, vraiment. Bref, j'ai adoré les 2 derniers tomes, enfin le dernier tome aussi il m'a pris en haleine. Il y avait mon personnage préféré qui était en danger, j'étais en mode il va mourir, vraiment ça m'a angoissée, c'était tellement prenant, j'ai adoré. Bref, c'est pour Current, pour ta lecture en cours. Je suis en train de lire Nevernight de J. Christophe, le tome 1. Alors en fait je partage pas du tout l'engouement autour du premier tome, enfin de la saga en général. C'est plutôt cool, c'est fluide, c'est rapide, ça va, mais il n'y a pas de moment qui me chamboule, qui me marque particulièrement. Au niveau par exemple de l'univers, même si c'est dark, même si c'est très émo, et c'est un peu un défaut pour moi parce que ça en fait trop parfois, genre les métaphores, certaines images, tout, je suis en mode ok poto juste calme-toi en fait, c'est pas parce que t'as plus mes émos qu'elle est qualitative, tu vois. Mais il y a un côté un peu plus rafraîchissant auquel je m'attendais pas. Enfin par exemple dans le personnage de Mia, l'héroïne, je pensais que c'était vraiment une 100% émo, une 100% badass, vraiment le cliché de l'héroïne ultra badass, ultra parfaite, mais non, elle a des moments de vulnérabilité, elle a des moments un peu plus touchants, un peu plus calme, un peu plus rafraîchissant, qui fait un peu son charme, et du coup voilà, même si je reste neutre, j'ai quand même sympathisé avec son personnage. C'est quand même agréable de la voir évoluer. Des drinks, la boisson qui accompagne mes lectures, alors ça dépend de mon mood, parfois c'est du thé, parfois
c'est un chocolat chaud. Ah, en plus maintenant du coup comme il fait froid on peut boire des chocolats chauds. Voilà, meilleure saison. Parfois c'est du coca, la plupart du temps je bois pas. Voilà, en vrai c'est pas intéressant. I pour e-book, e-book ou roman papier. Alors normalement je préfère le roman papier, mais en fait le roman papier c'est le format le plus cher. En e-book c'est beaucoup moins cher. Mon prof de littérature chinoise, genre le prof le plus passionné que je connaisse, enfin, vraiment il adore la littérature, le cinéma et tout, enfin il est franchement il représente la passion avec un grand P, tu vois. Et il nous a conseillé un site méga illégal qui est connu de beaucoup de monde et qui est justement en danger parce que il y a le syndicat national des éditeurs, je crois, qui ont signé un truc pour exiger sa fermeture, son blocage en France. Après j'avoue je contourne un peu parce que je connais un autre lien pour mener au site. Et du coup je télécharge notamment les romans des auteurs à qui je veux pas donner d'argent, les maisons d'édition à qui je veux pas donner d'argent non plus. Du coup ça aide vachement. Voilà, j'avoue que c'est sur ça que je lis Nevernight. Voilà, vous pouvez partir si vous approuvez pas. Mais je veux pas soutenir Jay Christophe. Ce site, c'est une mine d'or. Voilà, je peux vous passer le lien si vous me dénoncez pas. Moi j'ai l'impression d'être comme mon prof de littérature. Quand je dis ça à chaque fois, il nous conseille des sites illégaux pour regarder des films ou quoi. Et il est en mode, ouais mais par contre me dénoncez pas, SVP. Je suis en mode, vous inquiétez pas prof. Au moins vous soutenez les étudiants qui sont pauvres et qui veulent avoir accès à la culture le plus librement possible. F, fictif. Un personnage fictif avec lequel tu serais sorti au lycée. Au lycée, il y a une saga qui m'a particulièrement marqué, c'était Eragon. Et je crois que j'avais un crush sur Murtag. Il est hyper charismatique, il a un dragon déjà. Aussi un personnage très complexe parce que au vu de sa relation filiale, de son arc de développement, voilà, il devient un antagoniste, mais en même temps il est complexe, il est torturé. Je crois que j'avais un crush aussi sur lui, mais en vrai, mais non, il y a Thorn et je suis trop conne, j'ai pas pensé. Oui, Thorn dans La Passe Miroir. J'aimais bien parce qu'il se différenciait vraiment des protagonistes masculins de base, des protagonistes masculins hyper clichés, genre le genre bad boy, mais qui est hyper ténébreux, mais c'est positif, tu vois, genre ça fait partie de leur charme. Alors que Thorn, il est grave froid, mais il a vraiment un mystère concret, authentique autour de lui. Tu sens vraiment qu'il est mystérieux et c'est pas pour faire genre en mode c'est un mystère que tu peux vraiment deviner facilement à cause du fait que ce soit cliché. Non, Thorn c'était vraiment quelqu'un d'énigmatique, tu savais jamais à quoi t'attendre avec lui, c'était quoi son prochain move, c'était quoi ses motivations envers Ophélie. Et je trouvais qu'il avait vraiment un charme autour et genre je sais pas, je suis tombée amoureuse de lui. Dans la vraie vie je l'approche pas parce que j'aurais trop peur de lui. Par contre il est pas au lycée hein. Oula, attends, je dérive parce que Thorn, il a une vingtaine d'années, il est pas au lycée. Mais en fait, en gros, c'était mon crush au lycée, mais un gars avec qui je sortais, qui a l'âge d'être au lycée. Murtag, je crois, il avait, je sais pas, 16-17 ans peut-être. Après, en dehors de lui, je sais pas, faudrait que je vois aussi dans les mangas, parce que je lisais beaucoup de mangas, mais sur qui j'avais un crush. En vrai, j'avais beaucoup de crush, mais il y a personne qui me marquait vraiment. Et si j'étais encore au lycée, tu vois, si j'avais l'âge d'être au lycée, je voudrais sortir avec Yuki de Fruit Basket, qui est... Oh, j'ai la flemme de le prendre. Je montrerai une photo. Quand j'étais jeune, quand j'étais une gamine, là, j'étais Team Kyo, parce que voilà, le mec un peu tsundere, il est bien, hein, mais genre c'est vraiment le mec tsundere, un peu bad boy. Et en fait, Yuki, je faisais pas du tout attention à lui. Et en fait, quand j'ai relu Fruit Basket à la fin de mon lycée, j'étais en mode, mais Yuki, mes meilleurs personnages de Fruit Basket, parce que voilà, je développerai dans une vidéo spéciale manga. Yuki, il était tellement fort et il est tellement riche, il est gentil, il est rassurant, il est très attentif et il est torturé aussi, mais il dégage quelque chose de tellement lumineux, de chaleureux, enfin bref, voilà. J'arrête, mais Yuki, ouais. Oh putain, ça aurait été trop bien. Machi, elle a tellement de la chance. J'ai pour Glad un roman auquel tu es content d'avoir donné une chance. Je suis ton soleil de Marie Pavenko, parce qu'en fait, quand j'ai vu le titre, je pensais que ce serait une romance en mode je suis ton soleil, en mode entre une fille et un mec, tu vois, le truc hyper cliché. Je trouvais le titre hyper niais. Après, j'ai lu le livre et tu comprends l'origine du titre. Et l'origine du titre a fait que ce titre, c'est le titre le plus magnifique que j'ai vu de ma vie, tu vois, genre l'évolution quand même. Du coup je suis hyper contente parce que je pensais vraiment au vu du résumé que ce serait une histoire cliché, une meuf qui rentre en terminale du coup qui découvre l'amour, enfin vraiment une histoire d'ado vraiment basique. Et en fait non, déjà l'héroïne elle est hyper drôle, elle est hyper rafraîchissante, elle est stylée, elle est badass. Il y a des histoires d'amitié qui sont trop choupies, qui sont trop pures, il y a une petite romance qui reste secondaire mais qui m'a pas saoulée. Franchement les romances ça me saoule en général, mais là c'était trop mignon, juste trop mignon. Et il y a surtout des histoires familiales, sa relation compliquée avec son père, avec sa mère, avec le sujet de l'adultère.
notamment, et c'était fait de façon, ça m'a fait pleurer mais en même temps c'était hyper rafraîchissant, genre ça aborde pas mal de sujets comme du coup l'adultère, la dépression, tentative de suicide et tout, mais tu t'en ressors avec beaucoup de chaleur dans ton cœur et de lumière dans tes yeux, et c'était trop mignon et c'était hyper rafraîchissant et ça m'a fait hyper chialer, mais d'émotions en fait, tu vois, de bonnes émotions, et bref c'était trop bien du coup. Franchement c'était beaucoup plus riche que ce à quoi je m'attendais. H pour Hidden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Sans hésiter, L'été de Summerlove, parce que j'en entends pas du tout parler. Je suis tombée dessus par hasard à la médiathèque, j'ai lu, j'ai adoré, j'ai été hyper bouleversée. J'en ai parlé sur la première vidéo de ma chaîne qui était mon top 10 de mes meilleures lectures. Ça m'a beaucoup bouleversée au niveau de la question du deuil, de la reconstruction familiale, de l'amitié aussi. On a une amitié platonique entre les deux jeunes super purs, et voilà, en fait c'est très poétique, très métaphorique, et c'est très slow aussi, c'est tranquille mais en même temps c'est bouleversant, enfin ça m'a fait tellement chialer, enfin bref voilà, j'ai adoré. Important, un moment important dans ta vie de lectrice, alors en dehors des moments forts en émotion quand tu lis un livre, parce que c'est des moments qui me marquent, genre des moments où je suis en train de pleurer en public, où ça m'a énormément bouleversée, ou après quand je finis un livre qui était juste trop bien, genre je suis une patate sur mon lit en train de chialer, je sais plus quoi faire d'autre, c'est les meilleurs moments du monde. Mais il y a aussi le moment où j'ai rencontré une autrice que je voulais rencontrer depuis longtemps parce que c'était ma saga préférée à l'époque. Il s'agit de ma rencontre avec Christelle Dabos. J'aimerais bien faire une vidéo spéciale à Passe Miroir parce que c'est une saga qui a énormément compté pour moi, et je raconterai un peu peut-être ma rencontre avec elle. Voilà, c'est pas un truc oufissime, mais pour une anxieuse, une introvertie comme moi, ça représentait beaucoup pour moi, voilà. Mais voilà, je l'ai rencontrée, elle était immensément adorable, c'était trop bien. J pour Juste, le roman que tu viens juste de finir. J'en reparlerai dans mon update de lecture de septembre, mais j'ai fini L'homme de la Sierra. Je raconterai aussi un peu le délire parce que ça vient d'un troll, en fait, le fait que j'ai lu ça vient d'un challenge qui est pas du tout sérieux avec mes potes, enfin bref j'en reparlerai, mais c'est pas du tout le genre de lecture que je lis, et en lisant ça j'ai compris pourquoi je lisais jamais ce genre de choses. Voilà, si vous aimez bien, c'est votre délire, je suis contente pour vous, mais moi j'arrive pas en fait, et j'ai souffert. K, en fait c'est lié avec le J parce que ça veut dire pour kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Justement le roman L'homme de la Sierra, que je surnomme aussi Sierra Sexy Boy parce que vu la couverture, en fait c'est le genre de roman que je lis jamais, mais là j'ai lu parce que voilà, il me faut une première fois et tout. Le truc c'est qu'il n'y a pas un genre que je vais jamais lire parce que je me donne des challenges. J'ai retranscrit dans plusieurs vidéos. Je me suis donné des challenges, par exemple de lire de la romance pure alors que j'aime pas. Je vais essayer aussi de la dark romance prochainement. J'ai fait une première vidéo introductive sur ce challenge là aussi il y a très longtemps. Du coup il n'y a pas vraiment un genre où je lirai jamais, mais je crois une autrice que je lirai plus jamais, c'est Sarah J. Maas, parce que j'ai lu 1 tome et demi de la saga ACOTAR que j'ai détesté, c'est ma pire expérience de lecture ever. J'ai essayé de lire Kéléana en me disant je vais essayer de me réconcilier un peu avec l'autrice, mais en fait je pars tellement d'un jugement biaisé par mon dégoût de l'aspect problématique de l'autrice et en plus de comment elle écrit ses livres, que en fait je suis pas objective quand je commence une autre de ses sagas en fait. Ça va pas être juste pour elle, ça va être complètement désagréable pour moi, du coup arrête, romps tes liens avec elle, même si c'est difficile parce qu'elle est partout et à chaque fois que je vois du ACOTAR je suis en mode non, Satan, arrière. Elle, pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Alors je pense, alors en fait il y a les Brandon Sanderson qui sont assez longs aussi, surtout les Archives de Rochard, mais je pense que c'est Une vie comme les autres de Anya Yanagihara parce qu'il fait plus de 1100 pages, je sais même plus mais je sais même plus compter, je sais même plus mes mots non plus. Ce qui est totalement cruel parce que c'est le plus long livre que j'ai lu je crois, mais c'est aussi le livre le plus douloureux que j'ai lu. Du coup voilà, la souffrance. Voilà, question souffrance, j'ai jamais lu un livre qui m'a fait autant de mal je pense. Ouais, j'en ai déjà parlé dans une vidéo consacrée. Voilà, je vous le renvoie. Je mettrai peut-être des liens en barre d'infos si j'ai pas la flemme. Mais vous connaissez ça? Alors ça se présente comme ceci. Teinte un peu orangée, crépuscule, twilight. Je vais manger et en même temps je vais réfléchir à la question suivante parce que j'ai aucune idée. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover. Un livre qui a été tellement bien, tellement bouleversant que j'arrive pas à passer à autre chose. Alors j'ai pas trop d'idées mais je vais essayer un peu de détourner
le truc, mais en gros dans The Poppy War il y a l'héroïne Rin qui est une anti-héroïne par excellence, elle a l'un des meilleurs arcs de corruption ever. Quand je lis une histoire avec ce genre d'anti-héroïne, j'ai tendance à la comparer à Rin, tu vois, parce que Rin c'est un peu devenu mon modèle dans ce genre de personnage là. Et parfois je suis un peu déçue, je suis en mode ouais mais en fait c'est pas aussi horrible que Rin, du coup je m'attendais à mieux. Il y a ce genre de romans en fait qui sont tellement bien que ça met un peu les standards assez haut, et après par la suite je suis un peu déçue parce que j'en attends un peu plus. Voilà, je détourne un peu la question, c'était pas vraiment la nature de la question mais je sais pas quoi dire d'autre. Sinon ouais, après en vrai il y a des livres, je sais qu'il y a des livres qui étaient tellement bien qu'après je savais pas quoi d'autre lire et tout, mais j'ai un trou de mémoire. Je me souviens de rien. N pour nombre, le nombre de bibliothèques, meubles que tu possèdes. C'est pas vraiment des bibliothèques, c'est des planches quoi qui ont été assemblées. Les deux premiers là à droite, à gauche, je sais plus, c'est droite ça. Je sais plus dans la vidéo. Là tu vois, c'est des romans. Après en vrai c'est le bazar, mais il y a les portes de placard pour les cacher à quel point c'est le bazar. Et là j'ai deux bibliothèques, c'est pour les mangas. Oh, pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Alors déjà je pense que Percy Jackson le tome 1, cette édition là c'est le livre que j'ai lu le plus de fois parce que c'est mon premier trésor livresque que j'ai jamais possédé. J'ai lu je sais pas combien de fois, presque 10 fois je pense, ou alors 5 fois, je sais plus, je sais vraiment plus, entre 5 et 10 fois quand j'avais 9-10 ans, parce que je sais pas, c'était mon livre préféré, j'avais regardé le film, j'aimais trop. Ouais, parce que j'avais pas de recul et de connaissances en termes de mythologie et tout. Je me rappelle, j'avais emprunté d'abord l'exemplaire de ma cousine et après, genre, je m'étais dit bon, vas-y, genre achète ton propre exemplaire, enfin demande à tes parents d'acheter. Et aussi Les Fiancés de l'hiver, le tome 1, parce qu'en fait à chaque fois que je relisais qu'il y avait une sortie d'un des tomes, genre je relisais la saga en entier, du coup je relisais encore et encore Les Fiancés de l'hiver pour me remettre dans le bain, et parce que je me lassais pas et parce que j'adorais les personnages. Et pour préférer, ton endroit préféré pour lire, j'aime bien lire chez les autres gens parce que c'est un nouveau cadre et en fait il faut que je sois à l'aise chez la personne. Je trouve que lire dans un nouvel endroit où je suis à l'aise, ça participe au souvenir de lecture, tu vois, ça rend la lecture, le souvenir encore plus agréable. Mais j'aime bien en vrai dans le bus quand j'arrive parce que tu sais, tu lis, en même temps tu voyages, je sais pas, physiquement, je sais pas si vous voyez un peu, je sais pas, j'ai pas mal de mes bons souvenirs de lecture qui se passent dans un moyen de transport, en l'occurrence dans le bus. Voilà, bref. Q. Pour quote, une citation de livre qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Alors, il y en a tellement, il y a des citations que j'aime tellement que j'ai envie de me les tatouer. Alors il y a un dans Une vie comme les autres de Anya Yanagihara qui est à la fin, putain, je revois les dernières lignes, j'ai un putain de... j'ai une putain d'envie de pleurer, enfin vraiment ce roman il m'a... Voilà. Je dirais pas le contexte parce qu'après ça spoil. Alors j'essaye d'être bienveillant à l'égard de tout ce que je vois et dans tout ce que j'aperçois, je le vois lui. C'est l'une des citations les plus populaires du roman et je le vois souvent, surtout en anglais, du coup il m'est plus familier en anglais plutôt qu'en français. Et dans tous les cas ça me... c'est beau. Il y a aussi d'autres citations dans Radio Silence qui est un peu plus récent, où sont des citations qui me parlent beaucoup, par exemple Hello, I hope somebody is listening, genre salut, j'espère que quelqu'un m'entend. C'est très significatif dans le roman, ça peut aussi résonner chez certains adolescents ou chez certaines personnes en général. Et cette citation là, quand elle est reprise dans l'épilogue, la mise en scène, quand je repense à la mise en scène, j'ai envie de pleurer, c'est juste incroyable, c'est juste tellement magnifique et très symbolique et très puissant, vraiment. Et dans le roman, il y a aussi la citation « Je suis platoniquement amoureux de toi ». Ça fait écho à la relation, à l'amitié platonique qui existe dans ce roman entre les deux protagonistes. Et les amitiés platoniques, c'est l'un de mes éléments préférés ever dans les romans parce que je trouve que c'est tellement sous-coté en fait, qu'à chaque fois on tourne tout en romance en mode ouais c'est le sentiment le plus fort ever, alors que l'amitié... Enfin voilà, lisez ce roman pour voir à quel point l'amitié, ça peut être aussi puissant qu'une romance et aussi parlant. Et le fait que platoniquement amoureux de toi, t'es amoureuse d'une personne, pas forcément romantiquement, mais juste que cette personne-là te fait tellement du bien, te fait même peut-être des papillons dans le ventre parce que t'es tellement bien avec lui, il te réconforte et tout. J'aime pas les âmes sœurs romantiques, j'aime bien les âmes sœurs platoniques. Je sais pas, je trouve que c'est plus libre, c'est plus ouvert. Ah oui, et aussi il y a une autre citation dedans, c'est en gros la meuf elle dit ça me prendrait des heures pour te raconter ce que tu veux savoir là, et le mec il dit je pourrais t'écouter pendant des heures. Et voilà, en fait en romance ça me fait ni chaud ni froid.
Mais en amitié, je trouve que c'est vraiment genre le goal parfait, tu vois. Vraiment, en fait, leur amitié, ça me rend jalouse. J'ai envie d'avoir une amitié comme ça, j'ai envie d'avoir un meilleur ami comme Aled, en fait. Voilà, bref. Ah oui, il y a aussi dans The Poppy War, j'avais écrit détruis-moi, détruis-nous, et je te laisserai le faire. T'as l'impression que c'est une romance, mais non, c'est dans une amitié toxique et tout, et c'est très fort parce que en fait c'est très très parlant. Ça à la fin, genre c'est la guerre, c'est le désespoir total. Ils sont hyper résignés à tout et genre il te sort ça et puis il est en mode tu peux me détruire, je vais te haïr mais je vais quand même t'aimer. Enfin bref, c'est incroyable, c'était wow. Bref, genre je suis pas forcément quelqu'un de très sensible vis-à-vis de la plume, mais il y a des citations quand ça me parle, quand ça me marque, j'ai envie de les citer tous les jours, tu vois. Ah oui, il y a aussi ah et au fait, 2 points, je vous aime. Meilleure déclaration d'amour, je m'en fous de... C'est des longs discours hyper romantiques, hyper poétiques, avec plein de métaphores, avec plein de répétitions, je sais pas quoi. Ça, tu sens la sincérité en même temps, et tu sens qu'il est vraiment maladroit, qu'il sait pas comment dire, et genre il est en mode ouais au fait je t'aime, voilà. Non, je dirais pas dans quelle œuvre c'est pour pas spoiler, mais genre ça va, c'est la meilleure déclaration. À chaque fois que j'y pense, je suis en mode c'est du génie, c'est moi en fait si je devais genre me déclarer à quelqu'un, et je crois... Bref, voilà, je vais pas raconter ma vie. Mais R pour regret, un regret de lecteur. Le fait de pas pouvoir forcément me déplacer pour assister à des salons littéraires parce que c'est au niveau du budget en fait. J'ai assisté à très peu de salons littéraires, mais à chaque fois j'en dépense énormément parce que autant ça me fait hyper plaisir de rencontrer des auteurs et tout, mais autant j'arrive pas à résister à l'envie d'acheter parce que quand l'auteur me parle de ses œuvres, quand tu as une approche en fait humaine avec la personne qui est derrière les œuvres, t'as envie d'acheter, t'as envie de le soutenir, t'as envie de voir ce qui se passe dans son imagination, de quoi il est capable, comment il retranscrit sa passion. Mais du coup après j'ai plus d'argent. En fait un auteur, une autrice que j'aimerais énormément rencontrer, c'est Éléonore de Villepoix qui a écrit La ville sans vent, parce que en fait depuis Christelle Dabos c'était l'autrice que je voulais le plus rencontrer parce que bah voilà c'était ma saga préférée, La peste mémoire et tout, et là en fait en lisant La ville sans vent je veux énormément la rencontrer. Je sais pas ce que je pourrais lui dire parce que plus le temps avance, plus mes souvenirs s'estompent, mais j'ai envie quand même de lui dire à quel point elle m'a bouleversée avec ce roman, à quel point j'adore les personnages. En fait il y a tellement de trucs. Il y a aussi le fait de pas être sensible à la romance, voilà ça je pense lui c'est mon plus gros regret parce que la romance c'est tellement le thème universel qui est présent dans tout dans tous les genres que tu retrouves partout, et à chaque fois quand je lis je suis hyper blasée. Je sais pas pourquoi. Il y a des peu de romances auxquelles j'ai vraiment accroché qui m'ont vraiment fait passer un bon moment, genre tu ressens des émotions de dingue et je me dis les gens qui sont hyper sensibles à ça ils vivent tout le temps ce genre de sentiments, et je suis en mode mais la chance, juste la chance. Et il y a aussi des livres que j'ai achetés que j'ai pas aimé et du coup j'ai gâché mon argent pour rien et je suis énormément déçue. Voilà, je les cache un peu tu vois derrière la porte du placard. Et il y a aussi le fait de pas avoir acheté assez de livres à Taïwan quand j'étais à Taïwan parce que j'avais peur de pas avoir assez d'argent. Ça me fait du bien en fait de voir des livres en chinois même si je peux pas forcément les lire tout de suite parce que mon niveau est... J'aime bien prendre un livre et genre ouvrir et voir les caractères et tout. Voilà, bref, c'est mon kiff. Du coup, voilà, en fait, j'aimerais bien retourner à Taïwan pour acheter encore des livres parce que c'est trop bien. Cette vidéo, elle va durer 1 milliard d'années alors que c'est même pas intéressant. S pour série, une série que tu as commencé, jamais finie, dont tous les livres sont sortis. Alors, la saga de romans policiers de Camilla Lackberg. Je me suis arrêtée au tome 5 parce que je trouve que le schéma narratif est très semblable, est très similaire et du coup... Je sais pas, je trouve que je me suis pas mal essoufflée aussi. Alors en fait, j'ai pas commencé, il me reste un tome et en fait je lisais à la médiathèque et le dernier tome n'est jamais sorti à ma médiathèque. Du coup j'ai jamais su la fin. Le journal d'un vampire. Voilà. J'ai lu pendant mon adolescence et en vrai ça partait dans du what the fuck complet. Mais j'aimais bien parce que c'était addictif. Genre j'aimais pas spécialement les personnages mais... je sais pas, je trouvais que c'était marrant, j'avais des kitsune, il y avait des anges et tout. Et j'ai regardé aussi Vampire Diaries qui est la série adaptée du roman, même s'il y a énormément de choses qui divergent. J'aimerais bien lire le dernier tome pour vraiment clore le truc, et c'est juste que là ça fait tellement d'années et je m'en fous en fait, je lisais mais j'étais neutre, tu vois, c'est juste parce que c'était addictif. Mais voilà, du coup je sais pas, je sais pas si j'aurai le courage de chercher illégalement le dernier tome pour le lire parce que je vais pas dépenser mon argent, j'ai déjà payé le tome 1 même si c'était d'occasion, est-ce que ça valait le coup, je sais pas, mais ça fait quand même
partie de ma carrière de lectrice, du coup ça fait un souvenir. T'es pour trois de tes livres préférés de tous les temps. Alors je vais essayer de citer des livres que j'ai pas encore cités sur ma chaîne jusqu'à maintenant pour faire un peu de diversité. Boys Don't Cry de Malorie Blackman. Alors en fait j'avais acheté l'exemplaire, j'avais lu à la médiathèque, j'ai acheté l'exemplaire et je crois que j'ai perdu l'exemplaire. Je crois que j'ai prêté à quelqu'un mais j'ose pas j'ose pas le réclamer. Voilà, je suis fragile. Alors je pensais au début que c'était un livre assez rafraîchissant. En gros on suit un gars, il vient de finir la terminale, il va rentrer à l'université. Il a été accepté dans l'une des universités les plus prestigieuses. Tu vois, genre il se voit déjà dans une grande carrière professionnelle et tout. Il y a son ex-petite amie qui débarque chez lui avec un bébé. Elle dit, voilà, ça c'est ton bébé. Elle le laisse et elle se barre. Voilà, et du coup lui se retrouve comme papa d'une petite fille et ça plombe tous ses projets, tu vois, parce qu'il a pas le temps. Avec son père avec qui il s'entend pas très bien, c'est des relations très maladroites, et son frère qui est gay, ils vont essayer d'élever cette fille et lui il va essayer d'accepter petit à petit son rôle de jeune père. C'est une histoire familiale énormément bouleversante qui est très humaine. En fait Malorie Blackman elle a une plume tellement puissante qui t'épargne rien, mais en même temps c'est beau, c'est rempli d'émotions, c'est puissant, juste c'est puissant. Et en fait dans la première partie tu suis ça où le jeune homme il accepte de plus en plus son rôle de père, et dans la deuxième partie ça parle d'homophobie et ça parle de façon hyper violente, hyper cruelle, hyper douloureuse, mais c'est très humain, ça fait pas du drame gratuit. Et c'était hyper bouleversant. Monster Calls, quelques minutes après minuit, de Patrick Ness, qui est une histoire métaphorique qui semble horrifique au premier abord, mais c'est plus fantastique, métaphorique que ça. Et en fait c'est un jeune garçon, un collégien, qui doit gérer sa vie au collège où il subit des brimades, avec sa mère qui a le cancer, avec sa grand-mère chez qui il doit vivre pendant que sa mère est à l'hôpital, et avec qui il s'entend pas très bien, enfin il s'entend bien avec sa mère mais pas avec sa grand-mère. Il y a un monstre qui le visite à minuit 7 je crois, et il lui raconte une histoire en fait, et ce sont des histoires métaphoriques qui vont permettre au jeune garçon d'avancer, d'accepter certaines vérités par rapport à lui, à ses sentiments, et de faire face à la douleur en quelque sorte. Et c'est un roman très émouvant qui est très puissant, et il y a un film qui est magnifique aussi dessus, je le conseille. Pour changer un peu de registre, j'ai décidé de citer Le Chuchoteur de Donato Carisi. Alors c'est l'un des tout premiers thrillers que j'ai eu. Les romans de Donato Carisi, je les lis à peu près tous, et Le Chuchoteur, ça a été mon premier de lui et ça a été une dinguerie totale. Je crois que c'est inspiré d'une histoire vraie, et en fait l'auteur il écrit des thèses sur des tueurs en série, et du coup il décrit vraiment bien la psychologie des tueurs en série. C'est vraiment super bien développé, c'est très fluide, c'est très macabre, c'est très noir, c'est oppressant, tu te sens vraiment englué dans ce genre d'atmosphère visqueuse, ténébreuse, hyper glauque, et en même temps c'est un délice parce que c'est hyper fascinant. Les plot twists aussi dans ces livres, voilà, genre à la fin, en fait ce qui me marque avec ces livres, notamment dans la saga du Chuchoteur, c'est que la dernière ligne, les derniers mots, c'est un putain de plot twist, c'est un putain de cliffhanger aussi, et genre t'es en mode... Il y avait des fois où je finissais, j'étais en train d'éclater de rire de façon hyper nerveuse ou hystérique parce que j'étais soufflée par le génie, du coup franchement incroyable. Ça m'a fait passer par des émotions de dingue, et mon auteur de thriller préféré. Pour Unapologetic, ce pourquoi tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Je suis une fangirl de Laurent, de cette couverture, juste de Laurent peut-être, je sais pas. J'ai fangirlé tellement de fois sur lui, notamment dans mon vlog Prince Captif. Témine, je sais pas. C'est pas du tout littéraire, mais je suis une fangirl aussi, je le cite parfois alors que tout le monde s'en fout. Je suis vraiment une fangirl pour plusieurs œuvres. En fait sur Instagram, dans mes stories, je blablate parfois, pas mal de fois sur des œuvres, je me répète aussi, genre je parle comme si ça intéressait les gens alors que non, tu vois. J'ai beaucoup d'obsessions en vrai, notamment au niveau des relations des personnages, au niveau de certains personnages, et c'est quelque chose qui me fait parfois culpabiliser parce que je suis en train de parler, je me dis est-ce que en vrai ça intéresse des gens, mais je me dis meuf c'est ta plateforme, fais ce que tu veux, je suis juste fangirl, enfin voilà c'est ton monde, c'est ton univers, c'est ta plateforme. C'est une question importante parce que faut jamais culpabiliser de fangirler parce que c'est tes goûts.
tu vois. Du moment que ça va pas empiéter sur ton sens moral dans la vraie vie, tu peux fangirler, fanboyer sur tout. Et moi je suis une grosse fangirl sur plein de sujets littéraires et tout, et voilà, et c'est ma vie. Mais en particulier ce qui me rend fragile, c'est vraiment les relations familiales, surtout quand c'est maladroit, tu vois, genre par exemple dans Boys Don't Cry, les relations hyper maladroites et tout, ça me fait hyper fangirler, ça me fait surtout chialer. Les amitiés platoniques, les amitiés en général, mais les amitiés platoniques c'est encore plus rare. Et ça montre que l'amitié, aussi fort qu'une romance, ça c'est le genre de choses qui me rendent hyper fragile. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience. Alors il y en a deux, c'est prévu normalement pour 2023. Le spin-off de Nico D'Angelo de la saga de Percy Jackson, et ça va être un roman centré sur lui et son copain Will. Nico c'est mon personnage préféré parmi tout roman confondu, tu vois, c'est mon personnage préféré ultime parce qu'il m'a accompagné pendant, je sais pas, plus de 10 ans, et le voir évoluer, le voir grandir, le voir souffrir. Là, tu te dis, ouais, il va avoir un roman sur lui. En fait, ce que j'ai peur, c'est que l'auteur va encore le faire souffrir parce que Nico, c'est le personnage avec le bagage psychologique traumatique le plus douloureux à assister, et j'ai pas envie de le voir encore souffrir, tu vois. Je sais qu'il va souffrir parce qu'il va aller dans le tartare, tu vois, genre l'endroit le plus cauchemardesque de la mythologie grecque. Du coup, voilà. En plus, il y est déjà allé, ça a déjà traumatisé, là, il va y retourner pour sauver un pote en mode Nico, arrête juste, vite à vie. Genre, l'auteur va peut-être le faire souffrir, mais je pense pas qu'il va le tuer, parce que déjà, Nico, c'est le premier personnage LGBT, il est vraiment très significatif pour pas mal de gens. C'est aussi, il forme aussi un couple gay avec Will, et c'est un des couples les plus populaires avec Percy et Annabeth. Du coup, franchement, s'il rend ce couple tragique, tu vois, je pense que ça va pas faire une bonne image un peu au niveau de la représentation LGBT. Je sais pas, j'ai peur, mais en même temps j'ai hâte, mais en même temps j'ai peur. Le roman que j'attends depuis l'année dernière, et ça devait sortir, putain, ça devait sortir genre là en ce moment, en septembre-octobre 2022, mais ça a été repoussé à l'année prochaine. C'est le tome 4 de Nevermore, la saga de jeunesse de ma vie d'adulte. W pour Worst, ta pire habitude d'ivresse. Du coup, je finis pas mes livres et après je les abandonne. Voilà, je persévère pas. Après du coup je passe à un autre livre, je me dis ouais t'inquiète, je pourrais gérer 2 livres en même temps, et non, pas du tout. Là passant en ce moment je galère en lisant Nevernight et Babel de R.F. Kuang en même temps. Je divise mon temps de lecture et j'ai l'impression que je vais jamais avancer dans mon expérience livresque. X pour X. Ok. Commence à compter en haut à gauche ton étagère et prends le 10e livre. Alors en haut à gauche, la gauche c'est là, mais c'est ma bibliothèque de manga et j'ai la flemme. C'est le 2e tome de Jackaby. Alors Jackaby aussi dans mon top 10 de mes meilleures lectures de 2021, voilà, je vous le renvoie encore. Jackaby qui est trop bien. Voilà, c'est un roman à la façon Sherlock Holmes avec un inspecteur spécialisé en paranormal avec son acolyte Abigail qui est l'une des meilleures héroïnes ever. C'est hilarant, c'est hyper sarcastique, c'est humour noir aussi, c'est rafraîchissant, c'est trop bien, il y a une romance qui est trop pipou, et la relation entre Jackaby et Abigail, c'est l'une des meilleures relations ever. Du coup voilà, je conseille. Y pour You, ton dernier livre acheté, et en fait c'est même pas moi qui l'ai acheté, c'est Babel de R.F. Kuang que je suis en train de lire. Rendez-vous peut-être pour un vlog dessus, même si je suis pas sûre parce que je suis un peu en train de me lasser, ce qui est une déception parce que j'ai adoré The Poppy War de la même autrice, du coup dommage. Et enfin, putain, mais ça fait des heures que je suis en train de filmer. Z pour Z. Le livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Alors en vrai, moi je me fatigue assez facilement la nuit quand je lis. Du coup, j'ai jamais fait genre de nuit blanche à cause d'un livre ou quoi. Mais une expérience de lecture dans ce genre qui m'a marqué, c'est le tome 2 de Millennium. Alors là, c'est le tome 1. Le tome 2, il faisait 700 ou 900 pages, enfin, il était hyper gros et je l'ai lu en un jour. Et je me suis pas couchée avant de le terminer, ça devait faire genre 1h ou 2h du mat, pour moi c'est déjà très tard. C'était hyper addictif et j'ai adoré. C'était hyper haletant, l'héroïne elle est super badass, c'est trop cool parce qu'en fait de base Millennium, le premier tome, j'allais abandonner aussi, mais en fait comme je l'avais acheté, je m'étais dit bon voilà, persévère. J'ai bien fait parce qu'après ça s'est lu
hyper facilement. Et j'ai pas lu la suite qui est écrite par David, je sais plus qui, enfin en tout cas l'autre auteur, parce que cet auteur là il est décédé. J'ai pas lu la suite parce que j'ai peur que ça respecte pas l'ambiance ou quoi, que je sois un peu déçue. Non, en fait je fais genre, je suis une grosse fan qui arrive à percevoir la construction, les nuances de l'univers, et que je pourrais deviner quand c'est pas trop fidèle ou quoi, alors que non, pas du tout. Ça fait tellement longtemps que j'ai lu que je pense que si ça diffère de l'univers, de l'ambiance, je vais même pas capter. J'ai fini, voilà, merci si vous avez regardé jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a donné envie. Si vous voulez répondre aux questions, à quelques questions, à toutes les questions, bah, ce sera avec un plaisir que je vais vous lire. J'espère que ça vous a fait découvrir des titres. J'espère que c'était quand même intéressant, je sais pas. En vrai, j'ai bien aimé ce tag parce que les questions sont assez diversifiées et j'ai pu parler de mes goûts, de mon approche à la lecture, de certaines œuvres et tout. C'était un tag vraiment intéressant et voilà, même si c'est un peu long, je trouve que j'ai quand même parlé de pas mal de choses diversifiées. Du coup c'est un peu justifié, ça va. Si c'était intéressant ou pas, ça c'est une autre question, moi ça m'intéressait. Voilà, merci et à bientôt, peut-être, j'espère, je sais pas.